Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source. Bonjour mon cher Ross, comment ça va? Bonjour Guillaume, ça va super. Très bien, aujourd'hui on s'intéresse à Conor McGregor. Une fois n'est pas coutume. Eh oui, une fois n'est pas coutume, je ne sais pas si vous le savez, c'est un combattant qui est en Irlande, qui est en ce moment énorme, tout simplement énorme. 85 kilos de muscles, no fat, c'est ce qu'il nous a dit Conor McGregor. Il prévoit un retour au sparring au mois d'avril, on ne sait pas quand il reviendra dans la cage de l'UFC, mais en tout cas, il est sur le retour, il est déterminé à revenir. Mais avant toute chose, reste, on lance le générique. Soit. Donc Conor McGregor Rust. Là, la question qui se pose, c'est quel adversaire? Quand va-t-il revenir exactement? Et surtout, ces délires de 85 kilos. On en avait déjà parlé par le passé, là, il a envie d'être énorme, tout simplement. Ouais. Bon, on a tous envie d'être le plus énorme possible, hein, c'est sûr. On a tous envie de. Mais bon, c'est un petit peu comme l'American Pie, tu vois. Non, non, mais tu vois, c'est un peu comme American Pie, tu vois. Il y a le chiffre que tu prends, qui est le chiffre que te dit la personne, et après, tu écrèmes un petit peu pour avoir le chiffre réel. Non, 85 kilos, ça, c'est possible, mais ça me paraît vraiment énorme quand même. Ça me paraît vraiment énorme pour Conor McGregor. Il est pas spécialement grand en plus. Enfin, c'est pas un lightweight qui est comment dire, qui est un gratte-ciel. Donc bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire que c'est dans le bon sens que je dis ça, mais c'est un pan, tu vois. Enfin, il adore justement se montrer pour faire plus gros, etc. Mais quoi qu'il en soit, au-delà de cette analyse de comptoir, c'est ça. Il a donné son planning de retour pour 2022. Il a dit que pour lui, avril serait le mois à partir duquel il pourrait recommencer le sparring MMA Full Blast. Donc ça paraît cohérent. J'espère juste qu'il ne reviendra pas trop vite et qu'il n'aura pas des soucis avec sa jambe tout simplement. Mais là, la question c'est contre qui en fait, hein. Je pense que c'est ça peut-être ce que tu te demandes aussi finalement, Guillaume, et peut-être que beaucoup de gens se demandent aussi. Et oui, et nous on a déjà la réponse, c'est ça, c'est pour ça, c'est parce que voilà, on a les inside. On savait qu'il y avait Michael Chandler qui était intéressé. Eh bien non, ce sera roulement de tambour Israël Adesanya. Non. En fait, ou Kamaru Usman. C'est-à-dire que blague à part, en fait, non, mais j'y crois pas non plus. Mais je veux Kamaru dire... Non, que l'UFC lui donne le title shot. Non, c'est pas ça. Non, j'ai mal structuré ma phrase. Mais c'est que blague à part pour Adesanya, il a commencé comme ce qu'il avait fait à l'époque, Conor McGregor, en provoquant un petit peu Tyron Woodley, qui était donc champion middleweight. Il fait pareil là avec Kamaru Usman, en balançant des petits scuds en mode je vois des trous dans son game, tout ça. Honnêtement, je ne comprends pas ça. Enfin, vraiment, tu vois, parce qu'à l'époque de Tyron Woodley, vous allez me dire, c'était la semaine de l'UFC 205, Conor McGregor, il allait être champ, remporter les deux ceintures, même si déjà contre Tyron Woodley, on était, non, clairement c'est mort. Il y avait ce petit truc où on pouvait se dire, bon, c'est possible parce que c'était Conor McGregor dans son prime, tout simplement. Là, on est dans une situation où, enfin, je sais pas qui peut se dire c'est possible. Non, ce serait un mismatch total. C'est là le Conor version actuelle qui n'a plus le timing qu'il avait avant, qui n'est plus aussi rapide, qui n'est plus aussi fin qu'il l'était avant, aussi mobile. Là, ce Conor-là contre Kamaru Usman, vraiment, enfin, j'aurais vraiment peur pour Conor McGregor, parce que déjà contre Dustin Poirier, on commence maintenant à chaque combat à être un petit peu tendu parce qu'on se dit comment est-ce qu'il va être mangé, à quelle sauce. Là, contre Kamaru Usman, vraiment, il se ferait pilonner. Je pense que ce serait presque pas drôle, quoi. Et surtout, au-delà de pas être drôle, ce serait vraiment, je pense, tellement sale que ça pourrait sonner le glas, vraiment la fin. Peut-être pas de Conor, tu vois. Ça, j'y crois plus, tu vois. Enfin, honnêtement, depuis ce qui s'est passé contre Dustin Poirier, le 2 et le 3, tu vois, où c'est vrai qu'on était quand même assez alarmiste avant le combat, en train de se dire, si jamais il se fait finir, si machin, ce sera la fin. Aujourd'hui, je suis en train de me dire victoire, défaite, enfin, peu importe ce qui se passe, Conor McGregor, il reviendra, les gens le regarderont forcément quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais, il a un petit peu ce côté, voilà, c'est ce qu'on dit généralement, le côté BJ Penn, quoi, le côté comme c'est un guerrier devant l'éternel de toute façon.
bah maintenant en fait à chaque combat, et on peut le dire avec certitude parce que BJ Penn littéralement il a fait ça pendant 7-8 défaites d'affilée, où à chaque combat il trouvait un nouvel angle avec lequel il arrivait dans la Fight Week, et Changement il disait, de catégorie aussi. ouais voilà, j'ai changé ça, maintenant je me sens un homme nouveau. Et en fait, comme c'est un guerrier et qu'on sait qu'il nous a apporté tellement de souvenirs incroyables, le BJ Penn, on était en mode, une partie de notre cerveau, qu'on le veuille ou non, était en mode, il va peut-être se passer un truc, la magie d'avant va peut-être revenir. Et ça, par contre, c'est ça qui est bien, c'est que pour certains combattants, donc BJ Penn, Conor McGregor ou d'autres, une fois que tu as eu cette période de magie, c'est à jamais. C'est là où c'est extraordinaire, c'est que, et c'est vraiment pratique, mais c'est que pour ces combattants-là, c'est entre guillemets le plus dur effet quand ils ont eu cette période un petit peu, comment dire, au-delà du sport, quoi. Ou alors dans le cas de BJ Penn, c'était pas forcément au-delà du sport, mais c'était juste, il survolait tout ce qui se passait à l'UFC. Tu vois, il était double champion, il prenait tout le monde à n'importe quel KT, machin. Quand tu as eu cette période-là en tant que combattant et à un niveau médiatique suffisant dans la même sphère, ou même plus pour Conor, ben dans le cerveau des gens, c'est imprimé, j'ai l'impression, ensuite à jamais. Et à jamais, tu bénéficieras de ce côté ah ouais, mais il peut se passer un truc. Donc en fait, c'est vrai pour Conor aussi, je pense, mais ce qui me fait peur, c'est que il y a le côté, il va peut-être y avoir de la magie, mais il y a un peu ce côté, tu sais, aussi qui contrebalance, comme on a par exemple avec Alistair Overeem, ou comme on a avec certains combattants dont on sait qu'ils ont un menton fragile, où on sait qu'il va pouvoir se passer des trucs de dingue s'il gagne, mais s'il perd, c'est de plus en plus triste. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'aurais peur que même si ça continue de vendre pour Conor, j'espère qu'il va quand même regagner un combat un jour, tu vois, à l'UFC. Mais j'aurais vraiment peur que ce côté, il a gagné un combat, donc on reprend espoir, et genre après ensuite il réempile les défaites, et à chaque fois qu'il y a un coup qui passe, on a trop peur, comme quand c'était le cas avec Alistair ou des trucs comme ça. Enfin, il vendra, c'est sûr, mais ça risque d'être un peu triste, quoi. Pour un Conor McGregor qui a perdu 4 de ses 5 derniers combats, toutes disciplines confondues, Rust, quel adversaire voulons-nous? Parce qu'avant le podcast, on en parlait, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans un podcast dédié, Michael Chandler, on se disait que c'était vrai, mais plus le temps passe, plus j'ai vraiment peur. Et finalement, on s'est dit, why not? Why not, Nathan? Ouais, ben en fait parce que ce qui nous a fait, on a eu des émotions contraires, pour tout vous dire, pour tout vous dire, Guillaume et moi, du coup, juste avant le podcast, parce qu'on se disait, bon bah Michael Chandler, c'est possible parce que c'est donc un lutteur explosif. Il est, comment dire, pour un gars comme Conor, lorsque Conor était dans son prime, stylistiquement, ça pouvait être très intéressant. Parce qu'il suffit qu'il le time, et il est connu pour pas avoir un énorme menton, Michael Chandler. Donc, si Conor avait réussi à le timer sur un contre ou une attaque ou un truc comme ça pouvait être un KO incroyable, quoi. Enfin, ça pouvait être un combat spectaculaire le temps que ça dure. Et puis, si jamais Conor trouvait la faille, encore un KO, un KO de maître, tu vois. Mais ça, c'était avant, quoi. C'était la session. Oui, putain, pardon, je commence à parler un peu comme un mec d'un film coréen, tu sais, avec des bruits de bouche, des machins. Non, mais et tandis que là, ben immédiatement, ce qui nous est venu à l'idée, toi et moi, c'était les low kicks. Parce que le problème, c'est que si Justin Gaethje a dit en post-combat qu'il avait jamais eu aussi mal de sa vie, et qu'il regrettait d'avoir infligé ça à ses adversaires d'avant tellement ça fait mal, bon, ça veut dire que les tactiques de Michael Chandler sont très efficaces. Bah, contre Conor, ça peut faire des dingueries. On ne rappellera jamais assez, du coup, maintenant qu'on l'a dans les archives, le combat contre Dustin Poirier, donc le deuxième. Le deuxième. Et puis surtout, Conor peut se faire clipper. Maintenant, on n'a plus peur, enfin, c'est-à-dire qu'on a autant peur que Conor prenne un KO, en fait, qu'il n'en donne un. Donc, on en est arrivé à la conclusion qu'en fait, à part peut-être Nate Diaz, et encore, c'est risqué aussi pour Conor, même stylistiquement, n'importe qui, en fait, peut poser problème, entre guillemets, dans le sens peut le terminer, quoi. Donc, que dire, je sais pas. Ce que dire, c'est qu'il continue d'occuper le terrain. Ça, c'est vraiment impressionnant avec Conor McGregor. Ça, par contre, ouais. Non, mais c'est dingue, hein. Le gars est blessé, il continue de tirer à vue sur tout le monde. J'ai l'impression que tu vois, que ce soit l'UFC, là, qui avait publié, on n'avait pas parlé dans le podcast, mais là, l'UFC vient de faire ses 9 derniers mois
les plus importants financièrement, avec 2 combats de Conor McGregor, les 2 combats, donc Dustin Poirier 3 et Dustin Poirier 2 et Dustin Poirier 3, qui sont entrés dans le top 5 des plus grands résultats de l'histoire de l'UFC en termes de pay-per-view. Je crois même pas top 5, je crois que c'est 3 et 4, donc c'est absolument monstrueux. Je pense que là, l'UFC, on voit, tu vois, que les journalistes commencent à poser des questions à Dana White sur le retour de Conor McGregor. Ils préparent le comeback de la poule aux œufs d'or, bien évidemment. La question, c'est quel adversaire. Conor McGregor, là, qui dit qu'il veut le title shot dès qu'il va revenir. Personnellement, vraiment, Rose, je n'exclus pas ça. En fonction de l'adversaire, tu vois. En fonction de l'adversaire, en fonction du moment, parce que l'UFC, ils peuvent très bien nous faire aussi une petite histoire. Si c'est, je sais pas, si tu vois, il y a une rechute dans sa blessure, ce qui est possible aussi avec quelque chose comme ça. Islam est champion, enfin, a le temps de prendre la ceinture. Ils peuvent faire un truc autour de ça aussi, même si, bon, ce serait compliqué à justifier, bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toutes les catégories de possibles. Featherweight, on en parlait juste après sa défaite. Je sais pas, tu vois, je me dis pourquoi pas, enfin... Il y a tellement de possibilités, en vrai. Tu vois vraiment l'UFC réussir à trouver un angle pour le mettre en champion, enfin, en title shot direct en lightweight. Qui que ce soit. Honnêtement, à partir du moment, mais vraiment, où ils ont réussi à faire Henry Cejudo contre Dominic Cruz, moi je pense que tout est possible, tu vois. Pour le titre, ils ont réussi à faire ça, ils ont réussi à nous vendre, alors que la catégorie Bantam, on en parle tout le temps pour dire qu'elle est surchargée, sauf que c'est vrai qu'il n'y a pas de superstar. Ils ont réussi à faire Cejudo, Dominic Cruz qui avait pas combattu depuis sa défaite face à Cody Garbrandt. Ouais, c'est vrai, putain, c'est un sacré bon comparatif, mais d'un autre côté, je sais pas, tu sais, il était pas sur 3 victoires, 3 défaites d'affilée. Non, juste une. Ouais, juste une, et puis le combat contre Cody Garbrandt, c'était, attends, c'était juste après Cody Garbrandt? Ouais, mais il avait, sauf juste après, enfin, il avait perdu en décembre 2016 contre Cody Garbrandt, et il est revenu en avril 2020 contre Henry Cejudo, en mai 2020 contre Henry Cejudo. Tu vois? Ouais, effectivement. Et c'était pas un remplacement? Non, à la base, ça devait être José Aldo, mais du coup, José Aldo s'était blessé, et ils avaient quand même voilà, okay. Il y avait plus d'un mois, Ouais. Donc bon, je pense que l'UFC peuvent le faire, tu vois, si t'as une histoire qui se défend, et le fait qu'il y ait pas, tu vois, si on s'est débarrassé, entre guillemets, des cas de Justin Gaethje, Islam Makhachev ou Benil Dariush, pardon, qui mérite évidemment le title shot. Une fois que t'as ça, t'auras tout un pool de combattants qui finalement peut justifier d'avoir ce title shot. Parce que tous les mecs, ce qui se passera, c'est qu'on aura une espèce de statu quo au sommet de la catégorie où t'as Chandler qui reste sur une défaite, Justin Gaethje, on sait, enfin, tu vois, que des mecs qui seront comme ça. Et après, bien évidemment, il y a la dernière option. Moi, j'exclus pas non plus, et je pense que ce serait pas mal, que ce soit pour Conor McGregor et pour Tony Ferguson, c'est que les deux s'affrontent. À la limite, ouais. Parce qu'honnêtement, Tony, là, il est sur 3 défaites consécutives, on n'en parle pas vraiment. Et j'ai l'impression que tout le monde l'a un peu oublié, Tony Ferguson. Parce que ce soit les journalistes où il y a plus trop de questions qui viennent, Tony même lui, j'ai l'impression qu'il est dans une faille spatio-temporelle, tu vois, il est déjà dans le multivers de Spider-Man en mode, hey Habib, quand est-ce que tu reviens? Peut-être que quelqu'un dise, non mais c'est vrai. Il est retraité, Tony, en fait. Il ne va pas revenir. Donc, je me dis que pour les deux, ce serait pas mal. Parce qu'en cas de défaite, Tony, tu lui dis bye bye. Ça y est, c'est terminé. Et puis Conor, il revient. Pour moi, ce serait la meilleure option, mais j'ai surtout pas envie. Ça, j'ai vraiment surtout pas envie que l'UFC fasse ça, et je pense qu'ils le feront pas avec Conor McGregor. C'est de faire monter un petit jeune avec Conor. Oh non, ils feraient pas ça. Ou alors ils le feront qu'en dernier recours si vraiment Conor est sur 5 défaites d'affilée et qu'il commence à vendre moins. Mais penses-tu d'ailleurs, c'est ce que Dana White a dit à propos de son retour, il a dit quoi qu'il arrive, de toute façon il sera main event. Tu penses qu'un jour, on arrivera à Conor McGregor qui n'est pas main event? Ah je pense que c'est possible, ouais. C'est possible, il suffit juste que, en plus des défaites, il commence à vraiment perdre en star power. Et là, je pense qu'il y a moyen, tu vois. Et là, on s'en servira pour booster un jeune. Et là, on s'en servira en tant que main event pour booster une carte qui en a besoin. Mais ouais, je pense. J'ai pas envie de vivre ce moment-là. Moi non plus. Mais en fait, j'ai pas de regrets parce que tu sais, je sais pas. Je pense que c'est pas possible en vrai. Je pense que c'est impossible. Ah ouais? Avec le lifestyle que Conor McGregor a, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux pas... J'ai pas énormément de boxe. Enfin, si, tu vois, par exemple Mike Tyson sur la fin. Où certes,
il s'était plus pour des ceintures, mais il était quand même toujours main event, il était toujours surpayé par rapport à ce qu'il apportait, tu vois. Je pense qu'à partir d'un moment où t'atteins un statut, le statut de Conor McGregor aujourd'hui fait que tu peux pas revenir à être en ouverture de carte, tu vois. Non, j'avoue, c'est un bon exemple, Tyson. Je sors des bons exemples, moi, en ce moment. Dis donc. Ouais. Putain, la vache. C'est ton métier, non? Non, mais c'est vrai que c'est vraiment très bien vu parce que... Oh là là. Ah, ouais. Eh oui. En fait, je suis en train d'essayer de chercher un contre-exemple. Ah oui. Un gars qui était, tu vois, extrêmement populaire, une superstar, et qui petit à petit est retombé un petit peu, soit dans l'oubli, ou en tout cas a été un peu... Dans une forme de normalité, quelque part. Ah ouais, exactement. Je n'ai pas d'exemple. Je n'en trouve pas. Mais c'est parce que ça n'existe pas. Parce que le truc, c'est qu'en fait, ça existe pour nous. Ce podcast part un petit peu dans tous les sens. Complètement. Voilà. Vous l'aurez compris, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles sous la dent en ce moment. Ce que je voulais dire, c'est que ça arrive en MMA. Mais pourquoi ça arrive en MMA? Parce que justement, les gars n'ont pas atteint ce statut de superstar. Tu vois, potentiellement, il y a eu Rashad Evans, où il y a eu ce cas-là. Où en gros, à la fin, il a terminé assez tristement contre Anthony Smith et un autre, ou je crois que c'est peut-être Anthony Smith son dernier combat. Mais sinon, l'équivalent de Conor McGregor, moi, à mon sens, et jusqu'à la fin, il était main event, c'était Chuck Liddell. Ouais. Et Chuck Liddell... C'est quoi? C'est 3 défaites ou 4 défaites consécutives qu'il prend avant de partir, et chaque fois il est main event, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, et pour moi, c'est un petit peu quoi qu'il arrive. C'est vrai. Parce non, que... puis même, je veux dire, logiquement, en fait, ça se tient même au niveau, enfin, vraiment du raisonnement, c'est-à-dire que être une superstar finalement dans les sports de combat ou même dans les sports en général, mais donc à plus forte raison dans les sports de combat puisqu'on en parle, ça veut donc dire que tu as atteint un certain niveau de médiatisation même auprès du public qui est un public de casual, et donc en fait tu peux jamais revenir en arrière de ça en fait. Parce que des superstars dans la boxe ou dans les sports de combat, il y en a pas beaucoup, et une fois que tu es devenu une méga star, tu peux pas être oublié des fans plus casual parce que ils n'en ont en tête pas beaucoup. Donc, en fait, c'est vrai que ça n'est que logique, finalement, qu'une fois que tu as atteint ce statut, c'est à jamais que tu l'as, quoi. Victoire ou défaite. Donc, non, t'as raison, ça tient complètement. Et puis surtout, pardon, vas-y. Non, et je voulais juste ajouter pour conclure tout ce podcast tout simplement. Moi, j'ai adoré les cartes qu'il y a eu avec l'UFC 263 où il y avait Nate Diaz contre Leon Edwards ou Tony Ferguson contre Benin Dariush lors de l'UFC 261. Mais j'ai trouvé ça très 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 bizarre, tu vois. Ou même là, quand il y a eu Justin Gaethje contre Michael Chandler, que finalement le combat le plus attendu de la carte n'arrive qu'en ouverture ou 1 ou 2 combats après. C'est très très bizarre, je trouve, pour le... Ok, nous sommes aujourd'hui des analystes, des journalistes, peut-être même, mais on est des fans. Oula, hey. on est des fans avant tout. Qu'est-ce qu'il faut dire que je suis une fan? Ouais. On est des fans avant tout. Et pour le fan que je suis, tu vois, ça fait toujours... ça fait toujours très bizarre de se dire le combat le plus attendu de la soirée arrive tout au début, tu vois. Genre Nate Diaz qui était comme ça 3e combat de la soirée, ou même Nick Diaz contre Robbie Lawler. Nick Diaz contre Robbie Lawler, c'était peut-être le plus choquant parce que c'est vrai que sur la carte où il y avait c'était Valentina Shevchenko qui était main event contre Lauren Murphy, et bon, ok, il y avait Volkanovski contre Brian Ortega, enfin comme main event Volkanovski Ortega. Ça faisait vraiment très bizarre parce que ce que tout le monde attendait sur cette Fight Week là, c'était Nick Diaz et son retour, et ça fait un espèce de truc bizarre parce que ce soit sur le poster, dans le traitement de l'UFC et tout, tu te dis bah mettez-les plus en avant parce que clairement tout le monde est là pour ça, tu vois. Ouais. Non, c'est clair. Et même Ortega, le premier, qui disait que le vrai main event, c'était Nick Diaz. Enfin, c'est vrai que la dynamique était super bizarre. Vraiment. Et c'est vrai que, oui, on peut pas s'empêcher de se dire que même si c'est Volkanovski, même si c'est Ortega, et même si c'est... Donc, c'était Lauren Murphy contre qui? Valentina Shevchenko. Ouais. Alors, c'était un combat pour le titre, donc bon, normal. Mais c'est... Ouais, voilà. Enfin, tout le monde s'est compris, là. C'est clair. Let's put some respect on our damn name, though. Allez, mon cher host, je vous souhaite une très bonne soirée. Big shout out, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Protein. En ce moment, il y a jusqu'à moins 70% sur tout My Protein avec le code... Ah non, jusqu'à moins 70% sans code. Et avec le code La Sueur, systématiquement, peu importe la promotion, vous ajoutez 20% de réduction. C'est magnifique.
c'est la sueur. Allez. On dit à très très vite pour de nouvelles aventures, et puis vous le savez, shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya, Mr. Big Rusty. Et Tsumi, qui s'occupe de notre magnifique déco. Voilà, vous savez, on vous tease un petit truc pour la fin de l'année. Reste à vue, ça va être une dinguerie. Allez, à la prochaine. See ya.